Salut Arnaud. Bonjour Martin. Et on se retrouve pour ce podcast de fin janvier, podcast d'actualité, où vous l'avez sûrement vu, mais il y a eu du mouvement en Duel Commander, quelques bans, et pas des moindres. De plus, on va parler un petit peu aussi de Prague, parce qu'il y a eu du coup la méta qui commence à se résoudre en moderne. Bon, beaucoup de choses qui étaient attendues, mais on va développer un petit peu là-dessus. Une petite section aussi sur Utrecht, là le retour des grands prix Magic, même si ça s'appelle plus comme ça. Et avant de commencer tout ça, un petit instant pour vous rappeler que sur Reims, dans les mois qui viennent, il y a plein de tournois. Le Legacy, là, à l'heure où on tourne, c'est dans quelques jours. Donc typiquement, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être même demain, en fonction de quand je sors cette vidéo. Et puis le mois prochain, Professeur Fest en moderne, à ne pas louper. L'année dernière, il y avait 86 joueurs, quelque chose comme ça. Là, on essaye de remplir la salle, on fait les 128. Ça qualifie pour la Coupe de France. Et puis le CR Champagne-Ardenne le mois prochain. Donc vous avez les liens dans la description, les liens du Discord avec toutes les infos. Sur ce, on va commencer tout de suite avec le ban d'un commandant que je n'ai eu que trop peu le temps d'apprécier. La cagoule est tombée, la lame secrète est remise au placard et Ezio n'est plus autorisé en tant que commandant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui était nécessaire ? Dans la dernière vidéo, j'en avais pas mal parlé. Oui, le commandant était un peu trop fort. Pas de manière aussi dramatique qu'un Adou ou qu'un Adjani, mais typiquement avoir une 3 de menace qui propose de faire du CA sur le fait que votre adversaire joue des cartes dessus parce qu'il peut pas la tolérer très longtemps. Parce que sinon, quand elle va le toucher, ça va le tuer. Et typiquement, donc pour avoir manipulé le deck, là où j'ai encore quelques commentaires qu'on n'a pas fait, j'ai pu voir, peut-être que je les ferai un de ces jours, mais que Ezio, vous êtes un tout petit peu derrière, votre adversaire commence à reprendre le contrôle de la partie, mais vous arrivez à glisser un setup où votre Ezio va connecter et vous volez la partie dessus, ce qui était très frustrant. Vous étiez obligé. Vous jouiez une pile de très bonnes cartes et vous n'étiez pas si puni que ça sur des effets de Moon parce que le deck avait pas besoin de tant fixer ses basiques que ça. Il n'avait pas besoin de ces 5 couleurs. Typiquement, il fallait qu'il fixe juste Esper. Et quand bien même, des fois, si c'était un Magus que vous arriviez à résoudre, c'était assez facile pour lui de le gérer avec une source de noir ou une source de blanc ou peu importe. Voire le rouge, parce que du coup, vu qu'il joue des cartes rouges déjà dans le deck, une simple bolt, ça gérait ça. Et Moon, des fois, je me suis pris Moon sur la tête, mais en main, j'avais un pyrogriffe, et puis j'avais déjà Ezio sur la table, et les dégâts que ça va mettre juste ça, fait que, ok, je peux pas jouer, enfin, je peux jouer très peu de cartes, mais c'est pas grave, ça va y aller quand même. Mais c'est normal, hein, c'est un jeu axé tempo, donc quand il a déjà la tempo, ok, il va plus pouvoir caster autant de spells. Mais si t'as déjà le board, et que t'as des cartes rouges, comme tu dis, c'est ça. Ça va quand même gagner, quoi. Parce que c'est un jeu un peu écrasant avec des cartes très puissantes. Et puis quand t'avais Fable qui te sortait tout de suite du setup Moon, typiquement Fable. Et vous aviez quand même accès à certains contre gratuits, donc votre adversaire il se dit j'ai calé ma Moon, puis tu prends encore plus le board parce qu'il a perdu un tour à poser Moon, et t'as heureusement un des trucs rouges où fixer une couleur et avec le reste ça part. Puis il y avait le top deck Arcane Signet qui fout en l'air complètement le setup Moon en face. Donc donc c'était pas beaucoup d'armes pour lutter contre lui. On a pu voir des joueurs qu'on voit pas souvent top 8, qu'on top 8 avec ce deck là. Alors c'est pas une balle perdue, mais souvent souvent quand tous ceux qui jouent le deck réussissent à perf, c'est que vraiment le deck porte un peu. Si même les nuls ils gagnent avec, attention. C'est que attention. Et puis globalement, il paraît que se faire DQ ça empêche pas de gagner un CR, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est Dio, donc ce petit père ce petit ange parti trop tôt. Alors encore une fois la grosse blague du fait qu'il a été disponible dans la méta pendant pas tant que ça en vrai. 6 mois, non ? Ouais, mais entre le moment où il a été joué, enfin il y a eu quoi, 3 mois, 3-4 mois. C'est le relique en fait, c'est le relique. C'est ça. On s'est dit, ah oui, mais
Donc encore un gros mérite. Rolex c'est quoi, novembre, donc début novembre, décembre, ça fait 3 mois quoi. Ouais, ça fait 3 mois qu'il est joué dans la méta, qu'on s'est rendu compte qu'on avait trouvé la liste, et bah voilà, maintenant il s'en va. Une grosse frustration forcément qui avait été un peu présentée. Alors pour ceux qui ont suivi un peu les dramas sur des Discords comme les Biquettes, vous saurez de quoi je parle, mais typiquement on a pu avoir un peu une démonstration ces dernières semaines que il y avait pas une assez grande différenciation entre personnalité publique et personnalité privée, et dans la part de certains membres du comité. Après c'est globalement ça allait, mais il faut faire attention parce que quand il y a beaucoup d'oreilles qui écoutent, après les gens répètent, et voilà les petites histoires qu'il y a eu à cause de ça, moi j'ai entendu le comité, ils ont quand même drôlement l'air pour le ban, et puis du coup il y a des gens qui crient partout, ouais ça va être banni, ça va être banni. Les bruits de couloir. Et puis à la fin le comité est obligé de dire on n'a jamais confirmé quoi que ce soit, et du coup ça crée de la discorde en mode oui mais on vous a tous entendu le dire tout un week-end. Bon. Un peu dommage. Ouais. Un peu dommage. Donc globalement, si vous étiez de l'autre côté de la balance, ils ont le droit d'être des humains et à donner leur avis. Bien et sûr. De changer d'avis aussi, entre le moment où ils vont prendre la décision et le moment où ils en parlent avec vous. On a de la chance d'avoir des gens qui s'occupent de nos bannissements qui sont proches de nous. On n'est pas globalement comme, je sais pas, les bans en moderne où on n'a aucun impact sur les bans en moderne, nous, à notre échelle. Là, on peut discuter avec eux, on les croise sur les tournois et tout ça. Donc, on peut en discuter, ils peuvent avoir un avis le jour même, et puis finalement prendre ou pas la telle décision. Mais bon, maintenant, Ezio est banni. Voilà. Ezio est banni, et alors, la petite surprise avec lui, c'est qu'il a emporté 2-3 copains. Et par lequel on commence. Je pense que on va parler tout de suite de ma carte signature, celle que je vous ai vendue un nombre de fois colossal sur cette chaîne. Balance. Ils ont retiré ma balance. Je peux plus démontrer à quel point c'est fort. Maintenant, c'est bon. Ils m'ont donné raison. Ce carton est trop fort. Mais globalement, de gros soupçons sont faits sur le fait que Aminatou devait aussi prendre une balle. On a eu la démonstration au CR Île-de-France, où là, typiquement, on a Ezio qui gagne le tournoi, mais dans le top 8, il y a 2 Aminatou, qui sont joués par des bons joueurs, même si mon copain Quentin, si à un moment il passe dans le coin, était un peu moins réputé que Mathieu Tassac a gagné la Coupe de France il n'y a pas longtemps, mais il joue très très bien, réanimateur, et il savait que le deck était un peu trop fort. Il avait besoin de quelques ajustements, et autant bannir Aminatou, ça paraissait un peu bizarre parce que c'est quand même pas trop elle la source du problème. Non, mais c'est un peu trop fort. Hein. Voilà, elle profite de trop d'armes maintenant. Alors le blink d'Aminatou est fort quand même dans Reanimator, mais ça reste que elle, ce qui la rend trop forte maintenant et qui lui a donné un up en plus, c'est les Overlords. Mais voilà, Balance, il n'y avait pas plus fort, de pack plus fort pour la jouer que Reanimator, parce que du coup elle a plus de défauts la carte. Globalement, vous allez dans Reanimator, vous jouez pas avec énormément de landes, donc vous avez peu de chances de vous faire cut des landes. Vous jouez pas Balance quand vous avez des bêtes en jeu, parce que quand vous avez des bêtes en jeu, souvent vous êtes déjà plus ou moins en train de gagner la partie. Et au pire, du coup, il va vous arriver l'affreux problème d'avoir trop de cartes en main et d'être obligé de vous discard. Oh zut alors, vous avez réglé vos problèmes, empêché votre adversaire s'il avait un meilleur développement que vous, et vous avez setup votre cimetière. Et en plus, ça fait une enabler. Ouais, pour 2 mana. Donc oui, c'était le meilleur enabler, je pense, du pack. Sans parler, que c'est une carte très frustrante quand... Tu peux pas vraiment jouer autour. Ouais. Aussi, c'est pas une carte. Non, mais c'est ça aussi, c'est que tu sais que dans tous les cas, tu peux prendre une balance. Qu'est-ce que tu fais si tu gardes tes cartes en main, elles peuvent être. Enfin voilà, c'est. Et tu balance, joues pas, et puis l'autre l'ajuste pas, et en final, tu perds un peu là-dessus. Donc c'est pas facile. Au contraire d'Evras qui d'habitude coûte 4 mana, le mec qui fait Vras, ça va prendre une grande partie de son tour.
Donc derrière, tu reproposes un board. Mais là, s'il fait balance sur son tour 4, derrière, il a encore 2 mana pour contrer un truc. Du coup, tu récupères pas la tempo que tu aurais censé récupérer derrière en disant je repose une bête, ouais. Donc si c'est ça aussi, 2 mana, c'est quand même très très peu pour tout ce que ça peut gérer comme permanent. Après tout, je l'avais mis dans Ezio pour lutter contre mes mauvais match-up. Et ouais, globalement, le T4, je joue balance, je reset le board, je joue Ezio. Et voilà, je suis devant d'un seul coup. Moi, je vois quand même le côté positif, c'est que les gens avaient tendance à mettre un petit peu trop balance dans leur jeu à base de créatures. Non mais voilà, il y a même des fois j'ai vu des Félia avec des balances dedans, hein. Enfin voilà, c'est toujours. Après, la carte est tellement puissante que dans certains setups, c'est sûr, ça va te faire gagner, c'est la seule carte qui peut te faire gagner. Bah Félia, c'était censé en plus. Tu vois, tu fliques une de tes bêtes, tu fais balance. Ouais, mais c'est. Et ta bête revient. C'est toujours pareil, quand t'as envie de finir la game, tu pioches une balance, t'as pas envie de la jouer, enfin tu vois. Donc c'est une carte qui est vraiment bien quand t'es vraiment derrière, mais c'est tout quoi. Donc au moins ces joueurs là ils auront pu se dire est-ce que je la joue, est-ce que je la joue pas, il n'y a plus de débat. Et c'est ça, ils ont gagné 2 slots dans leur jeu blanc. Ouais, je fais la transition. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est trop fort comme carte, hein. C'est un vrai problème de design, hein. Elle est trop forte, enfin, c'est 93 quoi. C'est une carte ils en ont fait des pistes d'effets qui sont plus qui étaient suspension ou qui étaient genre 4 mana en invasion. Enfin, des trucs déjà plus cohérents sur le power level qu'aurait dû avoir la carte à la base. Hein. Mais bon, c'est une carte imaginée du coup par Richard Garfield à l'époque. Il s'attendait pas à ce que le jeu dure déjà 30 ans. Alors globalement, on lui en veut pas trop. Mais bon, c'est sûr que aujourd'hui, la carte est trop forte, elle est bannie dans tous les formats où elle est disponible globalement. Je crois qu'en Vintage, elle est peut-être limitée à 1 en plus, ça fait partie des cartes limitées à 1. Je saurais pas dire parce que je suis même pas sûr que ce soit joué en vrai. Parce que... Ouais, en Vintage, c'est tellement explosif. En Vintage, en fait, perdre des landes, tu t'en fous un peu, entre guillemets. Il n'y a pas de board, il n'y a pas de bête, donc tu vas pas faire défausser. Tu vas pas... Tu cherches pas trop à faire défausser, quoi. Non, enfin, je pense que c'est pas assez bon pour le format. Juste par rapport à comment est le format, en fait. Tu vois, contre des jeux combos, ça sert à rien. Mais en leg, c'est pas légal. Et puis en moderne, c'est même pas sorti. Enfin bon, voilà sur cette petite balance que ma carte signature que je peux retirer. J'ai plus comment en trouver une autre. Et à côté de ça, on peut voir Reanimate. Et là, grosse surprise. Ouais. Moi, je m'y attends. Autant balance, c'est pas déconnant parce que la carte elle est pétée. Autant Reanimate, la carte est déjà plus équilibrée. Ouais. Et quand tu te dis qu'il y a Animate Dead à côté, et qu'en Duel Commander, alors attention, il faut vraiment prendre en compte en Duel Commander. Pour moi, les deux sont aussi fortes l'une que l'autre. Le fait qu'elle coûte qu'un mana, c'est effectivement très fort par rapport à l'autre qui coûte 2 parce que ça permet des lignes qui peuvent arriver à base de je trouve ma Reanimate où il me reste plus qu'un mana ou j'ai contre-up avec Reanimate, mais les points de vie sont pas anecdotiques dans un format qui joue autant de bêtes où il y a autant de pression qui est mise sur le board, là où en Legacy globalement t'es tellement sûr de l'avoir que autant qu'elle coûte qu'un, c'est même plus important dans un format où il y a des days ou des bêtises dans ce genre là. Où le moindre tour est beaucoup plus impactant. Là, des fois, entre Animate Dead et Reanimate, t'es des fois plus content de piocher Animate Dead parce que tu vas pas prendre les gros points que t'as pour réanimer la bête. Parce que quand vous jouez Reanimator, souvent quand même votre adversaire, ce qu'il cherche à faire, c'est vous tuer vite. Donc il vous met le plus de pression possible. Et vous avez pas toujours la main nuts qui fait Réa T2, des fois elle Réa T3 ou Réa T4, donc vous êtes déjà peut-être en dessous de la barre des 10 points de vie, et réanimer un gros ton comme, je sais pas, peu importe, un Tivit, voilà, ça vous coûte 6 points de vie, vous passez à 3, et là vous êtes à portée d'un peu tout et n'importe quoi. Aussi... pourquoi laisser toujours cette possibilité? Peut-être, ça diminue quand même la probabilité de se faire voler les cartes dans son cimetière. Et ça, du coup, ça va avoir un impact sur le power level d'Aminatou qui est un peu contre-productif. Parce que certes, elle ne l'a plus. Donc elle peut plus... elle a une réanimation de moins et pas des moindres pour ses créatures. Mais elles en jouent toujours une grosse pile, et je sais pas si les listes vont juste remplacer Reanimate par une réanimation en plus un peu moins bien, ou si ça va être une autre carte qui permet d'en trouver. Du coup aussi en face, ça ne la joue plus, et un des
problème, quand vous commencez à jouer Réanimator de manière un peu plus correcte, vous devez tourner autour du fait que votre adversaire peut potentiellement jouer Animate Dead ou Reanimate lui aussi. Voilà, vous jouez contre un Slimefoot, vous jouez, jusqu'à il y a peu, vous jouez contre Ezio. Bah, c'est des decks qui jouaient ces cartes-là. Et globalement, bah, prendre le tour greedy en mode bon bah je setup mon cimetière et au tour prochain je réanime, bah, c'était souvent une bonne occasion de se faire punir sur votre adversaire qui réanimait votre bête. Et là du coup, bah plus besoin de tourner autour de ça, parce que globalement Animate Dead était moins joué et ça va sûrement rester encore moins joué qu'avant. Et j'ai perdu le fil. Je vais en gros, voilà. La question c'était est-ce que ça allait être remplacé, est-ce que voilà, mais de toute façon il n'y a pas d'équivalent, c'est la meilleure carte de réanimation. Ok, ça te paye des points de vie, mais ça coûtait qu'un mana. Ça coûte qu'un mana. Et il y a aussi le fait, voilà, ce que t'expliquais, c'est que en fait avant t'étais un peu scary, genre bah, je pose ma bête dans mon cimetière, ok j'ai des sorts de réanimation, mais ça va me prendre du temps de les jouer, et du coup bah, je peux me faire punir par Reanimate. Ce qui va être moins le cas, parce que du coup, mais comme elle est bannie des deux côtés. Ouais. Et du coup, toi, tu penses que c'est plus un buff pour le jeu Aminatou, enfin Ré-Aminatou, parce que... C'est globalement entre les deux, ouais. Ouais, parce que du coup, bah maintenant, t'as pas de problème au fait que ta créature, elle reste à dormir au cimetière en attendant d'être réanimée, en attendant que tu trouves ton spell de réanimation, puisqu'il y a moins de spells de réanimation en face, puisque Reanimate, qui était la meilleure et la plus jouée, n'existe plus. C'est ça. Animate Dead, je pense, sera toujours joué. Et peut-être qu'on va voir d'autres choses, peut-être juste... Bah, y avait Dance of the Dead, ça peut réanimer en face ou pas? Tu peux regarder? Je suppose que non. Sinon ce serait plus joué aussi là. Puis il y a tellement ouais, ça a l'air de pouvoir être... de cibler une... Enchant de créature de carte, in a graveyard. Ouais, non, c'est comme Animate Dead. In a graveyard, ouais. Donc on pourrait... Mais dans Sons of the Dead, c'est pas joué. Enfin, pour des decks qui jouent pas Reanimator, là où Splash, Reanimate, c'était plus ou moins gratuit. Ça, parce que tu réanimes tes bêtes pour un mana, et globalement, dans des decks qui feraient ça, j'ai pas d'exemple qui viennent. Bah, dans Slimefoot, bah, tu réanimes Slimefoot, c'est que 3 points. Donc c'était pas très grave. Là où les 2 manas de Animate Dead, bah, tout ça commence à coûter plus cher. Ouais. C'est pas un gros ton que tu réanimes. Alors dans ce Dead, réanimer une bête engagée, devoir payer 2 pour la dégager, t'as envie de faire ça que sur une grosse bête. Sinon, Slimefoot, ça jouait des Animate Dead, ça va dépendre de ce que tu vas me dire. Ça jouait Animate Dead. Ça jouait Animate Dead, ouais. Mais c'est sûr que tout ce que t'expliques là, il y a plein de lignes de play qui seront plus possibles, parce que plein de fois, en fait, tous les jeux blancs, mid, aggro, qui ont des Reanimate, genre, je sais pas, je vais dire Amalia, ça joue aussi Reanimate, Sorin, enfin tous ces jeux-là, voilà quoi, c'est au noir, hein, évidemment, qui sont plutôt mid. Et ben ils avaient des lignes de play à base de je fais mon truc, c'est contré, c'est pas grave, il me reste un mana, je fais Reanimate. Et du coup, j'ai quand même réussi à développer mon général dans le tour, même Slimfoot, je sais pas, une bêtise, 4 mana, Slimfoot, le mec qui contre, et ben tu fais Reanimate dessus en décidant de le mettre au cimetière, et t'as un vrai gain de tempo en fait, c'est le côté 1 mana, tempo, et il y a ces lignes de play là qui seront plus possibles, quoi, qui étaient vraiment puissantes, quoi. Puis Animate Dead, bon, globalement, c'est pas le truc incroyable, mais si vous aviez un moyen de gérer l'enchantement, ça tuait la créature. C'est vrai. Voilà. Contrairement à Reanimate, bah, ça l'a vraiment posé. Mais bon, donc actuellement, probablement que Animatu est le meilleur deck du format. Cependant, bon, on y reviendra après, mais elle va probablement pas le rester très longtemps. Je vais laisser ça en suspens et parler du coup de la dernière carte qui a été bannie. Et c'est pas des moindres non plus, c'est White Plume Adventurer. Donc la Take the Initiative pour 3 mana. Ou globalement pareil, ça on s'y attend pas, on s'y attendait pas. Attendais pas parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que c'est dans le format. Que depuis le départ c'est toléré, donc on rappelle à la base c'est une carte commandeur, donc c'est beaucoup moins fort en commandeur puisque tu choisis un adversaire. Là comme t'en as qu'un, bah, facile. Mais bon, ça avait pas l'air d'être un problème. On l'a vu que ça a été quand même un problème en Legacy où c'est resté un petit peu trop dominant et puis elle a fini par sauter. Parce qu'elle était trop facile à faire T1 quoi. Voilà. Ouais, il y a ça aussi en Legacy, t'as les langues qui filent 2 mana, donc avec une box, ça T1, ça rigole 0, c'est sûr. Et après, c'est vrai que c'est vraiment la meilleure du lot, hein, celle-ci. Hein. Par rapport aux autres qui ont 4 mana. Elle coûte que 3 et son effet, son bonus en plus est très 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 efficace. C'est un peu comme une 3-3 vigilance en fait, déjà.
Ouais, tu donnes la vigilance à l'une de tes bêtes et globalement, bah voilà, on est dans un format créature, donc en plus, ça c'était quand même vraiment très agréable. Il y a des merveilles runes dans les mêmes couleurs, donc voilà, c'est très bon. Ouais. Non, mais cet effet qui détape est très bien en fait dans l'idée, j'ai l'initiative, je veux la garder, ça tombe bien parce que je détape mes bêtes, donc je peux continuer à m'arranger pour défendre correctement, quoi. Et en plus, tu continues de grind les points de vie en face. Où tu restes pas juste dans un plan défensif, j'attends que mon initiative tourne. L'initiative, quoi. Ouais, voilà, si jamais il se passe rien, à terme tu vas mourir. Ça va finir par te mettre trop devant. Ouais. Donc du coup la question c'est, est-ce que tu penses que du coup l'initiative ça sera plus joué, parce qu'il y a quand même des jeux qui jouaient les équivalents à 4 mana même s'ils sont moins forts. Est-ce que tu penses que du coup les gens vont complètement give up, ou peut-être ils vont quand même jouer le meilleur c'est le je pense qu'ils vont ils vont quand même derrière, ouais, c'est Season Dungeoneer, donc ils vont quand même continuer de les jouer, parce que je vois pas il y avait des itérations de Monarque qui traînent régulièrement dans les decks exprès pour pouvoir potentiellement gagner le Monarque dans certains match-ups où c'est relevant, mais il y a rien à faire, c'est un énorme buff pour contrôle. Oui, par contre, ça c'est certain, parce que de perdre cette source de c'est terminé parce que pour 3 mana. Et White, voilà, le 3 mana c'est quand même pas anecdotique dans Magic, parce qu'il existe beaucoup de cartes qui disent qui coûtent 1 à jouer et ensuite ils vont te produire du mana, ça s'appelle les dorks. Et de faire White Plume T2, même globalement il n'y a pas de match-up dans lequel c'est pas bien, à moins que l'autre vraiment il est tout comme on dit et qu'il ait posé une bête tout de suite. Souvent T1 votre adversaire a pas forcément posé de créature, et vous faites White Plume sur le T2 et boum, et vous êtes déjà tellement devant au niveau de la value, et donc cette partie elle a peu de chances d'être perdue. Et voilà, quand vous jouez Heart Control, c'était un peu la terreur. Si vous étiez sur la draw, à partir du moment où votre adversaire prenait son T3, fallait se dire ok, je peux plus me full taper, parce qu'à tout moment il résout ça. Et quand vous jouez Atraxa ou Tivit, c'est une bonne source de défaite à elle toute seule. Quand tu jouais Airtie, tu dois pas être content. Ouais. Même si Airtie, tu peux flash un 3-2, mais... Ouais, mais bon, faut... Dans tous les cas, tu joues contrôle, t'as pas envie de voir une mécanique avec laquelle tu peux pas interagir, sauf si tu attaques, sachant que tu joues contrôle, quoi. Ouais, c'est ça. Et que quand t'attaques, en général, c'est que t'es déjà en train de gagner. Ouais, voilà, ça arrive pas, en fait. Attaquer à contrôle, c'est anecdotique, quoi. Donc voilà, c'est une grosse sortie de cette White Plume. Lourd les vannes là, ça, quand même, ça devrait quand même modifier un peu le format. Alors est-ce que ça râlait un petit peu sur le côté encore une fois contrôle, on a besoin, on laisse respirer contrôle, on redonne des armes à contrôle, on enlève plutôt les armes contre contrôle. On y retire balance quand même aussi. Mais c'était j'étais dans les rares à insister pour jouer balance dans les decks. Ouais, mais c'est vrai que ce qu'on disait avant le podcast, c'est que Atraxa ça coûte 7 mana, et en fait, des fois dans balance, tu perds des landes pour équilibrer le truc. Et dans Atraxa, t'as envie de faire land tous les tours jusqu'à la fin de la game, en fait. Du coup, c'est logique que ce soit pas joué dans ce jeu-là. Mais dans Tivit, je trouvais ça allait. Mais Atraxa, ça commence à être dur. Minato, évidemment, qui prend une balle, en plus on en a parlé, c'est un enabler, ça peut faire défausser des fois. Donc c'est ce jeu-là qui est surtout le plus impacté, mais il y a aussi le côté moins sensible à Reanimate. Mais il le perd aussi pour les versions réanimateurs. Donc on verra un peu, c'est bien de donner les jeux un petit peu les plus performants, de leur envoyer des petites balles. Non mais voilà, équilibrer le truc. Ouais. Pour que tu te perds pas continuellement sur la même carte. Genre tu joues aggro, tu perds tout le temps sur balance. Tu joues contrôle, tu perds tout le temps sur WPA. Ouais. C'est bien, on verra comment ça évolue. Peut-être que ça aura très peu d'impact sur la méta comme elle est en ce moment, parce qu'après de toute façon la méta va être remaniée du fait que Ezio et puis le deck to beat, vu qu'il a été banni, du coup les listes vont peut-être un peu moins paquer des removals pour tuer cette 3-2, ou j'en sais rien, ça va évoluer, on verra ça dans les mois à venir, quoi. Là, ça va être même très très rapidement bousculé la méta, parce qu'on en a parlé rapidement, mais dans Aether Drift, donc qui sort la semaine prochaine à l'heure où on parle, il y a un petit dieu qui paye pas de mine. Je pense pas que c'est le bon mot. Voilà, une 4/4 pour 3 Ketramos Mose qui arrive, l'aube nouvelle. Donc c'est qu'une 4/4 pour 3 dont Orzhov menace lien de vie indestructible. Et oui, c'est un dieu. Donc il a un downside. Attention, quel downside? Il est pacifié. Il peut pas attaquer ni bloquer tant qu'il n'y a pas 7 cartes en exil. Dans tous les exils. Alors l'exil, comme le champ de bataille, est commun. Il n'y a pas de séparation. D'accord.
Ouais. Ah bon. Les cimetières, chacun le sien. L'exil, c'est. Oui, pendant chacun il a sa représentation de son exil, mais en vrai c'est 2 zones, c'est une seule zone. Ouais, c'est une seule zone. Okay, et à chaque fois qu'une carte est mise en exil depuis les cimetières et ou le champ de bataille pendant votre tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ah ouais. Et où le champ de bataille? Genre un Sword to Plowshare te fait piocher. Oui. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ouais, ça commence à être... ton adversaire fait Sword to Plowshare sur ton dieu parce qu'il est indestructible, tu pioches une carte. S'il l'a fait pendant ton tour. C'est pendant ton tour. Ouais, c'est que pendant ton tour. Ah. Et bah ça dit globalement mal, hein. un deck rempli d'anti-cimetières. Donc qui vont vraiment un deck qui va rouler sur tous les decks à base de cimetières et qui va nullifier. Excuse-moi, je te coupe, je fais une blague à la con, mais le comité a anticipé, on bannit Reanimate, il n'y a plus besoin en fait. Ouais. Il n'y a plus besoin que lui sorte. Vu on peut appeler Wizard, on leur dit on arrête. On l'anticipe. Reanimate, c'est pas trop fort puisque de toute façon on pack déjà plein d'anti-cimetières. Pour éviter la frustration. Bah après, sur les listes qu'on avait commencé à mettre, il y avait Reanimate dedans. Hein, avant le ban, évidemment. C'est ce qu'on disait. Tous les jeux noirs qui attaquent un petit peu, ça joue Reanimate. Hein. Il n'y avait pas de raison de ne pas la jouer. Et tu joues Reanimate toi dans T8 ? Non, les points de vie. Ouais, les points de vie. Ouais. Mais Animate Dead, avec la team, on était en train de se dire, mais en fait, tu joues noir, tu joues Enfin, dans Art Control, tu joues Animate Dead, ça paraît vraiment trop bien. Et on est un peu revenu sur notre parole, on sait pas trop, mais il faut qu'on reteste maintenant que bah, voilà, ça va un petit peu bouger et que je vais probablement repasser sur Art Control. Est-ce que je vais mettre Animate Dead ou pas? Si, en fait non, je pense on va le retirer parce que techniquement il y aura Ketramos dans la méta, du coup on va éviter les cartes mortes contre lui parce que voilà, c'est vraiment un deck qui va exploiter comment se joue le DC. Il va super bien se placer. On ne sait pas encore si vraiment le deck est ultra fort ou juste trop. Il a juste une bonne place. Parce que tous les decks jouent des cartes à base du cimetière. Au moins un petit peu. D'une certaine, bon, pas forcément que de la réanimation, mais ça peut être Détective Phoenix, voilà. Ça peut être voilà, de la flashback ou comment ça s'appelle, Murktide en bleu ou Delve. Voilà, tout ce qui est fouille, ça peut être le gros Emrakul qui regarde ce qu'il y a dans votre cimetière. Ouais, c'est vrai que et donc tous ces cartes là vont être nullifiées complètement contre ce deck là. Donc ça va être des cartes que vous avez vraiment pas envie de piocher, mais malheureusement ça va un petit peu arriver. Là où lui, quand il pioche ses anti-cimetières, c'est pas une perte comme certains splash des anti-cimetières parce que la méta est un peu réanimation et machin. Non, là c'est tout de suite, c'est trop fort. Ça va nullifier les goyfs, les big goyfs qui sont Barogoyf et Pyrogoyf. Alors évidemment, dans le deck, pour le moment il y a Barogoyf dans la liste. Parce que quand c'est vous qui faites les choix, c'est beaucoup plus facile d'essayer de garder le vote gros, mais si jamais votre adversaire joue son pyroglyphe tout content, ça y est, vous craquez votre relique de Porogenitus, vous prenez des 0. Et voilà. Et la vie, elle est vraiment belle. Ce que tu me disais tout à l'heure sur Relique, c'est intéressant, parce que moi je réalise pas. Alors, relique de Progenitus. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher la carte, mais c'est globalement... Relique, t'as marqué Remic. Mince, c'est globalement une carte qui vous fait beaucoup trop de value avec Ketramos parce que pour 2 mana, en résumé, vous allez piocher 4 cartes et perdre 3 points de vie si c'est votre tour. Toujours si c'est votre tour. Donc vous jouez Relique, c'est très bien, vous avez déjà accompli la plus grosse partie. Ensuite vous l'activez avec son premier effet. Vous allez exiler une carte d'un cimetière. Donc Trigger Ketramos, vous faites Arène Phyrexian. Ensuite vous payez 1, vous exilez Relique, Trigger Ketramos, parce que c'est le coût de Relique de s'exiler, et c'est aussi depuis le champ de bataille. Ensuite Relique résout, donc dans l'effet de Relique il y a marqué piocher une carte, donc vous piochez une carte, et là du coup vous avez exilé les 2 cimetières de vos adversaires, ce qui fait encore une itération pour les Ketramos. 2 cimetières de vos adversaires, t'as dit. Les 2 cimetières. et donc vous piochez encore une carte. Et donc globalement, quand vous êtes même contre Art Control ou contre un deck qui vous a pas mis trop bas en point de vie, ça fait du bien. Ouais, ça fait 4 cartes pour 2, ouais. Ça fait globalement du bien. Du coup, Relique fait partie des meilleurs enablers aussi au commandant, qui a
il y a un truc qui va pas sur ce commandant, je pense. C'est que la manière de le rendre activé, c'est beaucoup trop fort à Magic, à quel point c'est facile. Là, les vieux, c'était de la dévotion, donc fallait avoir plein de permanents en jeu. Les un peu plus récents, ça a été des conditions, fallait avoir cette carte en main, moins de temps de carte en main, une autre carte, une autre créature avec 4 de force, blablabla. Lui, c'est d'avoir cette carte dans l'exil. Faut encore-t-il les mettre, mais une fois qu'elles y sont, et bah globalement, il sera toujours actif. Il sera toujours la 4-4. Son effet continuera d'ailleurs de s'appliquer. Ouais. Et voilà. Et après, c'est pas des mauvais mots-clés, quoi. Menace, lien de vie, indestructible. Bah, ça commence à être pénible. Et en plus, ce que tu dis sur la relique, là, juste pour finir, en plus, la condition de il faut qu'il y ait cette carte en exil pour que lui soit actif, a priori, elle devrait être réunie. Une relique. Bah voilà. Dans tous les cas, même si t'as jamais fait de nettoyage de cimetière avant ton setup, tu fais relique dans ça, t'as tout de suite un 4-4 menace lien de vie, quoi. C'est ça. En plus d'avoir pioché 4 cartes. Et du coup, des bonnes cartes, enfin les anti-cimetières qui ont tous cet effet de se recycler, bah là vous fait avancer dans votre plan de jeu. Et si bah, ça stick, en gros, ça reprend un peu les mêmes mécaniques que Marchesa, qui jouait ces cartes-là aussi, et qui était pas trop mal placé dans la méta, parce qu'à ce moment-là il y avait All Sticky Finger, et du coup d'avoir des anti-cimetières main deck et d'en abuser, bah, c'était quand même très agréable. Le côté était que Marchesa fallait payer 1. Et ce 1 mana a rendu au final, avec le temps, la carte trop faible par rapport à ce qu'on attend du duel commander aujourd'hui. Mais Ketrabos, il n'y a pas de mana à payer, c'est un petit point de vie. Alors, attention, ça crée des parties un peu tricky où, voyant que vous êtes bas en point de vie, votre adversaire peut commencer à te faire exiler pour te tuer avec tes propres triggers. Et puis si tant est qu'il a un beau master sur la table, bah, ça va aller vite. Mais bah voilà, vous pensez à des cartes qui exilent, une carte qui est un peu forte et qui devrait un peu qui est tout réclamée sur les bans souvent, qui s'appelle alors c'est P-Wave, mais c'est Vague de Parallaxe. Ouais. Bah Vague de Parallaxe, pendant votre tour, ça dit vous exilez n'importe quelle bête pour tirer un marqueur et vous piochez une carte. Et alors globalement, vous passez devant de manière très atroce, et donc vous encore une fois, vous nullifiez des cartes chez vos adversaires, vous rendez toute une partie de la méta combo qui est inexistante contre vous, parce que globalement, combo, ça aime bien passer par le cimetière. Enfin, Storm, ça a besoin de son cimetière, donc il peut quasiment plus partir sans. Vous tombez contre un match-up comme Tina Trazios, et bah vous lui enlevez tout son plan de jeu cimetière, donc ça lui fait des lignes en moins pour vous tuer. Et puis bah vous êtes sur blanc-noir, donc niveau removal, vous en manquez pas trop. Vous avez accès à une carte qui est pareil, qu'on a mis sur nos notes, Quid de Demonic Tutor, après les bans qu'ils nous ont fait là. Ben voilà, vous avez accès à ces cartes-là, en blanc Sword to Plowshare, meilleur removal. Puis il y a tous les effets, alors, par exemple que joue Felia, il y a des journées to nowhere, des... on chante un neigeux là. Bah voilà, c'est exil ça, ces machins-là. D'accord. Jusqu'à ce que la créature, jusqu'à l'enchantement. In the Ice. Elle revienne. Ouais, Unseen Ice. Ouais, Unseen Ice, ouais. Ce genre de cartes qui sont toujours des Oblivion Drake Effect, ou même il y en a un nouveau là qui est vachement populaire, là, Sheltered by Ghost, je crois que c'est. Ouais, celle qui fait. Laura. Ouais, Laura là qui fait. Wow, tout ça. Voilà, ce genre de cartes qui sont des bonnes cartes et qui, en plus de faire un enabler pour ton général, ce sont des cartes qui, sans ton général, sont très très correctes. C'est ça, voilà. Enfin, Doti. Ouais. On a listé. Doti, ah ouais, c'est vrai qu'il y a Doti, ouais. Voilà, c'est pas une demi-carte, et pareil, bah, ça fait des trucs avec le général. Et donc ensuite, ce que vous avez envie de faire un tout petit peu, c'est gagner quelques points de vie. On joue typiquement au Slot Pride, on joue typiquement Guide of Souls, pour en citer deux qui vont en plus bien ensemble. Ça fait sens. On joue Sorin. Du coup, il y a un espèce de plan de jeu, gagner des points de vie qui peut s'aligner et qui commence à faire des choses assez fortes. Et puis bah voilà, le général c'est tout de suite une bête. Alors il pourrait y avoir des trucs assez obscurs à base de on le force à s'animer d'une manière ou d'une autre, mais je vois pas comment. Mais enfin bon. Ouais, ça a l'air solide. On verra comment évolue la méta. Est-ce que ce sera dominant ou pas, mais c'est vrai que ça a l'air. Après, c'est que 2 couleurs. Il n'y a pas de bleu.
Ah bah il aurait été expert. Ça prend du temps en fait, c'est pas comme un Slim Foot où tu peux le faire tour 2 ou 3 et que c'est impactant. Lui il arrivera jamais tour 2 ou 3 quoi. Enfin si tu peux jouer et après seulement... Enfin il sera jamais actif à partir de tour 4 quand même si. Bah il y a des... En fait ça peut arriver hein. Ouais, avec on va dire qu'il y a eu des fêches de chaque côté, machin. Il y a des fêches, tu sais, il y a Griffe, il y a Solitude dans l'équation, il peut se passer des choses. Dans un exil, donc ça veut dire que si jamais tu pitches t'as commencé à enabler ton... Non, c'est depuis le champ de bataille ou le cimetière. Elle doit être exilée la carte. Ouais. Okay. Pas depuis la main. Ouais. Mais typiquement, une ligne qu'on a trouvée, c'est la marche blanche. Mais... Oui, la marche blanche, mais une question, truc à la con. Si tu joues Rest in Peace, bah, chaque fois que tu joues une carte, tu pioches une carte du coup. Bah ouais. Non, bah non. Pas de ta main. Non, faut qu'elle ait champ de bataille ou cimetière. Rest in Peace, ça dit qu'il n'y a plus de cimetière. Donc typiquement, s'il y a Rest in Peace, ça ne marche. C'est un effet de remplacement, c'est ça? Ouais. Ça ne marchera plus que ce qui est... On n'a pas listé Rest in Peace à cause de ça justement. D'accord. Okay. Parce que faut que... Du coup, il n'y aurait plus que le champ de bataille qui fonctionnerait. Non, toi t'as envie que les cimetières existent toujours, et puis bah que tes reliques s'engagent, et puis hop, elles grainent une carte par une carte, et ça marche très bien. Mais voilà, tu peux te retrouver, ton oppo, il se dit, oh ça va, il y a que 4 cartes dans l'exil, je peux y aller, il attaque, et là tu fais marche blanche, tu pitches 2 cartes, et là, ça va exiler ta bête, et puis bah j'ai mis 2 cartes dans l'exil, il est animé, hop, je bloque. Et ça commence à piquer. Et voilà, pour le moment, le défaut du deck, c'est que quand il est trop mis sous pression, typiquement contre mono rouge, c'est vraiment des parties un peu compliquées. Mais voilà, il y a le swap Sorin et avoir une 1-4 client de vie pour 2, c'est pénible pour mono rouge. Ouais, et puis c'est extort et tout, ouais, c'est vrai que ça a l'air un bon plan. Donc à voir s'il les teste, mais globalement, attendez-vous à voir ce deck bientôt. Sur vos écrans. Et ouais, c'est sûr que ce sera un minimum joué, quoi. Ça a l'air d'avoir du potentiel, quoi. On va peut-être se ramener avec ça au fact, mais j'en dis pas plus. Et c'était pas mal pour la mise à jour Duel Commander, hein. Encore une fois, triste de la perte d'Ezio par l'affect que j'avais sur la carte, mais globalement, un choix très logique. Hein. Il fallait pas qu'il reste. Balance, un choix logique, un peu surprenant, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Ok. C'était une carte problématique, moi ça me dérange pas. Reanimate, carte problématique aussi, mais encore un peu moins que Balance. Et globalement... c'est surtout une carte puissante, je pense pas que ce soit problématique, c'est une carte puissante, mais équilibrée dans le sens où en fin de partie, quand t'as plus que 5-6 PV, c'est moins fort. Donc, ouais, bon. Moi j'aime bien qu'il y ait quand même des bonnes cartes de temps en temps dans les formats. WPA, les Oops I Win, un peu moins. Ouais, maintenant l'initiative sera quand même une mécanique moins exploitée, je pense. Et ça, globalement, moi je suis très 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 content. Et ce n'est pas le joueur de Hard Control qui parle, c'est l'initiative et le monarque, pour moi, dénature complètement le skill de Magic. C'est une bonne question de skill, c'est juste pas drôle en fait. Ouais, mais justement, ta game, au moment où l'un des deux résout le monarque ou l'initiative, se transforme en espèce de game de teuteux à celui qui l'aura et qui arrivera à le mieux conserver par rapport à l'autre. Et du coup, c'était plus dans une grind game à avoir c'est plus le même jeu en fait. Ouais, maintenant, c'est ma priorité, c'est de regagner cet avantage d'initiative au monarque. Quoi. C'est ça. Et le reste sera anecdotique par rapport au fait si d'avoir jamais ça. Il y en a un qui l'a, il va avoir un avantage conséquent qui lui fera gagner la game à terme. Donc c'est vrai que c'est pas très drôle, c'est pas du Magic comme on connaît. Nous. C'est des trucs designés pour le multi et en 1v1, ça crée des problèmes. Donc débarrassez-moi de cette white plume, laissez-moi jouer des counter spells en paix sans pouvoir perdre quand je me full tap. Ça c'était donc un peu le Duel Commander, un petit tour sur le moderne pour nos joueurs de moderne. Si vous n'êtes pas au courant, le week-end dernier, il y a eu 3 gros majors en moderne qui ont été la démonstration de à quoi ressemble la méta actuellement. Ce qui était à peu près attendu, c'est que Boros Energy soit toujours l'un des meilleurs decks, que Eldrazi Ramp soit le deck qui joue le mieux face à la méta établie, et que Breach soit le deck qui profite le mieux des unbans qu'il y a eu. Et assez drôle, enfin, on peut dire que c'est drôle, c'est que les 3 majors ont été gagnés par ces
3 decks, chacun différents. Donc nous, du côté de l'Europe, à Prague, c'est Bridge qui a gagné. Ou le Alexander Bohan, je crois. J'ai été bluffé par ce jeune joueur. Je suis pas sur le bon. Alors, Prague. Alors. Si t'étais sur le bon, premier. C'est ça. Juste que c'est pas son nom. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas le bon tournoi. Ah, c'est un open, ça, ouais. Ouais. C'est pas le bon tournoi. Le lendemain. Ah oui, il était juste en dessous. Donc oui, c'est Alexander Rowan, c'est ça. Donc j'ai pu suivre pendant les rounds et franchement très agréable à regarder jouer. Ce genre de joueur qui reste un peu humble dans son expression, que même quand il gagne ou quand il est pas bien, poker face, on réfléchit, on trouve la meilleure ligne, on prend le temps à chaque situation, on grind comme veut l'une des cartes de son deck. Et du très très beau Magic, une demi-finale d'anthologie. Je sais pas si vous avez vu cette game 3 contre Boros Energy, qui va après une extract dans Grinding Station. Donc il a plus la combo, et il la gagne quand même cette game là en faisant des bridge, rumble, je creuse mon deck pour essayer de set up son Jace pour tuer au Jace naturel sans passer par une combo, et ça passe comme ça. Donc super bien joué à lui. Il n'y a aucun monde où il regardera cette vidéo, mais peut-être un jour. Et donc voilà, une méta qui était très attendue avec MTGO globalement. On sait souvent un peu à l'avance ce qui va être représenté. Et là, c'était assez écrasant à partir du jour 2. Il y avait globalement plus que ces 3 decks-là. Qui crée une méta qui est pas désagréable par rapport à ces derniers mois. Parce qu'au moins, il y a plusieurs decks qui arrivent à vivre. Donc, il y en a au moins 3. Donc, déjà, on peut jouer un petit peu. Et il y a un tiers 2 qui existe. Il est assez fermé, mais... Il y a un deck qui va te plaire. Voilà, c'est le Orzhov des Syntax. Moi j'aime bien le jeu. Et je crois que ça a gagné aussi un gros événement qui était qui était dans le week-end, qui n'était pas un des 3 majors, mais voilà. Donc c'est un vrai deck. Qui a des jambes, ça. Hein. Qui a des jambes. Et qui a des pattes même. Et Dimir Control. Alors, c'est assez marrant parce que ces dernières semaines, pareil, toi aussi, t'as à peu près eu la même expérience, mais on était. Tout le monde disait ah oui, ok, lui c'est trop fort. Ouais, oui, c'est sympa, oui, c'est une bonne carte. Non, c'est trop broken et tout. Au final, il fait même pas partie des 3 meilleurs decks, mais il existe quand même. Dans le tier 2. C'est un bon tier 2, par contre, il a des armes et voilà. C'est un deck qui fait des choses. C'est ça, quand tu fais saut de secours dans. Je pine ton Oculus dans Unearth dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que de temps en temps, t'as des petites sorties, oups. Et le pire, c'est que non, même contre les 3 autres, des fois ça tue pas. Parce qu'il y en a un qui fait allez, statique prison, fait dodo Oculus. Eldra Ramp qui va faire ok, je vais faire retour de Kozilek. Puis dans ta fin de tour, et je vais prendre mon tour, je vais faire nul drifter, je flashback mon retour de Kozilek et on n'en parle plus. Et Brish qui va faire ok boy. On parle tour de bam. Ouais, mais en fait. Faut y aller, quoi. Non. Et toi, tu joues quand même des counter spells dans ton jeu aussi. Hein. Ouais, mais globalement, quand tu t'es fait ça, t'as un peu moins de mana aussi. Oui, d'accord, mais je pense que ça doit être quelque chose qui fait très souvent gagner la game. Alors, ok, ils ont des armes en face, mais. Ouais, mais. C'est la sortie champagne du pack. Hein. Oui, ouais, c'est la sortie champagne et tu luttes contre les cartes que ont régulièrement les autres facilement, tu vois. Il faut qu'il ait Static Prison qu'il le fasse, il faut qu'il puisse donc le conserver parce que ça arrive tour 2 et dans tous les cas t'as quand même fait un 2-2 toi dans l'histoire. Et lui en plus ce qu'il faut voir c'est que sur son tour 2 il était obligé de faire son Static Prison, du coup il a pas pu faire son Ajani ou son Goblin Bombardment, il était obligé de gérer le truc, du coup lui ça lui a fait prendre une ligne de play où il a fait un mana plus un autre mana dans autre chose, c'est peut-être pas aussi... Donc, je pense que c'est très impactant. Alors oui c'est très impactant, mais toi il a fallu que tout s'enchaîne parfaitement. Oui non mais voilà. Ce qui est beaucoup plus rare que eux qui déballent juste leur deck. De toute façon, il n'y a pas de match sur le fait de dire que c'est. Enfin, Boros Energy, c'est trop fort. Hein. Ça a des armes, même contre cette sortie pétée. Quoi, et c'est ça qui est fou. C'est que malgré les bans, ça reste toujours le meilleur win rate global. Moi, je regarde des games et j'hallucine en fait. C'est que je vois le mec qui joue contre Boros Energy en stream. Hein, et chaque carte en face
est un problème en fait. Si Ouais. jamais à terme tu la laisses, ça va bullshit. Guild of Soul, ça Guild va of faire Soul, à un moment, ça va faire ouais. des grosses volantes. Oslo Pride, à bout d'un moment, ça va faire un board énorme que tu pourras plus gérer. Et t'en as plein des cartes comme ça. Flèche, tu sais que ça va revenir et c'est. Enfin voilà. Adjani, Adjani, c'est ça un peut gros flipper. problème. tu vois. Ouais. Ragavan, bah, c'est toujours pareil. Si Voilà. tu le laisses faire ce qu'il veut, bah, il va commencer à voler tes cartes. Fable, ça fait des trésors. Et puis à terme, de toute façon, ça va générer 2. Enfin, tu vois, Ouais. et on peut en continuer comme ça. C'est ouf en fait. C'est que toutes les cartes, des fois, dans des jeux, t'as un gros paquet de cartes qui sont en synergie et puis des enablers, des trucs autour Voilà. pour. Typiquement, tu pioches tes Hunters si t'as rien dans ton cimetière, dans Voilà, Murfog, bah, t'as typiquement. l'air content. Bah, c'est pas grave, tu payes 2 mana, tu la recycles, mais voilà. Mais là, non, en fait, c'est chaque carte sur les points de cœur, bah, des gros impacts. Et du coup, c'est trop pénible en fait. Il faut que toi, tu matches avec soit des cartes très puissantes aussi, soit des réponses très puissantes, mais enfin, ça marche pas en fait, parce que lui, c'est juste des menaces trop puissantes, je trouve. Et c'est ce qui est dingue, c'est que voilà, Faut le faire deck quelque il a chose, tendance à perdre tout seul. Trop de land, pas de land. Et c'est un peu les seuls Mais trucs ça, qui c'est les Magic, tuent, en fait. quoi. Ouais, et donc, bon, c'est un peu. Il perd tout seul, voilà. Il perd quand il sait pas piocher quoi. Ou contre bah, des decks qui peuvent un peu répondre de manière aussi écrasante à ce qu'il fait. Et bah, c'est Eldrazi et Breach qui proposent ça pour le moment, de manière plutôt égale. Après, reste dans le tier 2 Landless Belcher, qui était quand même pas mal présent à Prague aussi. Qui est un mauvais match-up pour Boros. Au moins Ouais. un. Il en a au moins un, c'est celui-là. Mais voilà, c'est très dur pour Belcher d'aller plus vite que Breach. Et c'est très dur pour Belcher de battre Karn quand Eldra Ramp les a. Oui, c'est sûr. Du coup, bon, ça reste un bon deck de tier 2. Mais voilà, on est sur une méta qui est un peu plus ressemblante à une méta de Magic qu'on connaît. On est loin de l'âge d'or de MH2, post-MH2, quand il y avait 10 decks que tu pouvais jouer et gagner avec. En tout cas, c'est Voilà. quand même marrant, si on regarde là MTG Top 8, on a les 3 jeux dominants que t'expliques, et en fait, le jeu dominant aggro, bah, il en fait partie, le jeu dominant contrôle, et le jeu dominant combo, en fait. Tu sais, c'est Eldrazi, tu vois, le Ouais, jeu c'est ça, il y a le chacun- plus représenté dans chaque catégorie, c'est bah, les 3 qui constituent le tier 1, donc ça c'est rigolo. Donc voilà, on est sur une méta équilibrée. C'est assez rare on a le ce genre triangle, de méta, quoi. Ouais. Souvent, il y a un jeu dominant, et puis les 2 autres tier 2, voilà. Là, non, il y a l'air d'avoir... bah, il y a quand même un tier 1, Bridge c'est un peu au-dessus du reste. Mais, Bah là, techniquement, d'après les maths, c'est Boros. Hein. oui, non, mais les je vois, stats, c'est c'est plus Boros, d'après les stats, Boros est plus populaire. Alors, en fait, il y a plusieurs effets par rapport à ça. Déjà, Bridge, c'est très dur à jouer, de façon optimale. Boros, bah, c'est plus facile à jouer. Désolé hein, pour les joueurs de Boros, mais c'est plus facile On à se jouer. moque Même si encore c'est de pas, vous, voilà, mais ça reste un jeu aggro, voilà. Et de toute façon, faut t'as les curver, sorties. c'est tout, quoi, ouais. Faut pas être bon en fait. C'est juste, tu vas là, tu curves, et après, les cartes sont tellement puissantes que ça a un effet tellement. Allez. Ça déroule en fait. t'es un tu vois. Guild of Soul, t'es 2 Oslo, Et globalement, t'as pas On besoin parle de de Magic réfléchir. et voilà, quand tu perds tout seul parce que tu pioches pas bien, bah, c'est ce genre de jeu, vu que ces cartes sont très puissantes et impactantes, ça va punir tout de suite un mec qui stumble, qui reste bloqué à 2 mana quoi. Tu vois, il y a ça aussi, c'est que maintenant les cartes sont plus puissantes, les parties sont plus vite achevées quoi. Donc il y a ça. Et Eldrazi, bah, je sais pas trop, j'ai pas d'expérience sur le jeu, je peux pas dire est-ce que c'est dur à jouer ou pas. Il y a Kozilek's Command. Ouais, c'est pas un deck facile à Qui est une jouer, carte, c'est voilà. clairement pas un deck facile à jouer, mais qui. Ça joue beaucoup sur la sortie, peut-être aussi ce jeu, quand même, les terrains qui filent 2. C'est un deck tronc. C'est ça. Voilà, c'est globalement Tron avec beaucoup plus de micro-décisions. Avant, Tron, ça se jouait quand même vraiment sur allez, on met les œillères et on relève les yeux quand on a assemblé les 3 terrains. Et si on n'est pas mort entre temps. Là maintenant, il y a un peu plus de prise de décision. Comment tu vas setup contre ton Emrakul? Qu'est-ce que tu prends sur ton Rumble? Est-ce que tu restes mana untap pour ton Kozilek Command? Est-ce que machin? Quels sont tes choix sur Kozilek Command? Et ça va demander de l'expérience. Mais oui, on est sur plus dur à jouer que Boros, mais plus facile à jouer que Breach. Et est-ce que ça mulligan bien ce jeu rend un peu Eldrazi? Bah tes labyrinthes, ils aiment pas quand tu mulligan. Ouais. Ça, y a pas photo. Parce qu'après, t'as quand même ancien Styring là-dedans. Hein. Bah maintenant, la plupart des joueurs ne jouent plus. Et Rumble, donc ça doit quand même donner beaucoup Il y a plus Styring. Il y a plus Styring. Ouais, ils ont cut pour Karn. D'accord. Moi j'en ai remis les 2, mais globalement, non, le deck aime pas hard mulligan. Ouais. Descendre à 5, ça que tu commences vraiment à perdre en souffle, surtout que bah, tu luttes contre la meilleure carte de side de toute la méta. Qui est Blood Moon, c'est quoi? Non, c'est Consigne to Memory. Ah oui. Complètement. Donc
tu luttes contre cette carte déjà. Mais s'il n'y avait pas consigne, je pense que Eldrazi serait top 1 largement. Hein. Parce que globalement, tu fais vraiment que des trucs plus puissants que les autres. Ouais. Mais voilà, ils ont accès à une carte qui coûte extrêmement peu de mana et qui nullifie complètement un de tes tours. Donc et si t'en prends 2 dans une partie, souvent ça t'a mis tellement mal. Ouais, parce que c'est des gros tours tap out, tu peux pas te permettre de te prendre un spell à 2 mana qui fait que t'as même pas impacté le board. T'as rien fait du tout. Et tu peux consigne un flashback Kozilek's Return. Ouais, mais oui et non. Parce que, enfin, non, tu vas le laisser. Ça marche pas en fait, puisqu'il tu vas le laisser dedans. C'est qu'il y a un Yumei. C'est toi qui contrôle le Kozilek. Non, c'est if you do. C'est pas ça. When you do, c'est pas un trigger réflexif, c'est if you do. Donc du coup, tu le mets en pile, l'autre il fait quelque chose ou pas, et du coup tu dis ok, je le résous pas, c'est ça c'est ça, et si tu dis je le résous, et c'est trop tard, elles ont pris 5 les bêtes. Quoi. D'accord. Donc si tu veux consigne, tu peux, mais ça va laisser la carte dans le cimetière. D'accord. Non, mais c'est quand même intéressant. Oui, il y a des fois ça peut être fort, mais j'en profite pour m'instruire un peu. Plein de choses que je sais plus. Pour être prêt pour le moderne du mois de mars. Petit rappel, le joueur de moderne, rendez-vous à Reims au mois de mars, début mars. Donc voilà, c'est une méta bien sympa. Donc Eldra Ramp, on montre un peu ce qu'il constitue. Hein, du coup, le deck, comme tu vas voir, ça joue des Bojuka Bog. Hop, c'est quoi cette version là? C'est pas une version qui gagne, ça je reconnais. Il y avait du rouge. Ouais. Donc tu vois, ça joue des Bojuka Bug main deck parce que ça lutte contre Bridge, contre les. Parce qu'il y a la 3-3 qui rampe. Il y en a 4. Ouais, c'est ça. Nico Spawn. Et en fait, c'est trop gratuit. Et derrière, là, t'es vraiment en plus sur la liste très stuck qui est la grosse base que tout le monde utilise. Par contre, c'est vrai qu'avec Utopia Sprawl, ça peut faire des sorties bien vénères. Bah ouais, c'est ça, mais c'est des cartes bien, que quand tu commences à Milligan beaucoup, c'est ce qu'on disait, ça commence à devenir moins bien, mais en fait, tu fais vraiment comment ça s'appelle ? Tu fais vraiment tronc, mais avec beaucoup plus de sélection dans ce que tu veux chercher. Tu peux faire des sorties très basiques, avec des basiques, et du coup, tu punis un peu les cartes de tes adversaires qui aimeraient s'acharner sur le non basique. Pour avoir plusieurs fois joué contre Boros Energy, Blood Moon était très rarement impactante. C'est quoi le pire comme carte? Alors c'est Charmeau. C'est Charmeau, ouais. C'est le dragon qui casse un. On parlait du spell, mais le spell c'est qu'un spell, tu vois. Alors que Charmeau, c'est en plus d'être un petland, c'est un 4-4 vol, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, souvent les games double Charmeau, t'as du mal à. C'est ça. Si toi t'es parti sur une sortie très incolore, ouais, ça peut t'empaler, mais il y a des fois où mon Corentin, pour le citer, il est là avec ses 2 Charmeaux et je lui fais T1 Forêt Utopia Sprawl, T2 je joue un talisman, je pose un fetch, et là mes Charmeaux ils coûtent 5, puis à un moment j'ai 2 talismans sur la table et je commence à faire les trucs que le deck fait, et typiquement voilà, mon Eldrazi Temple il va arriver au moment où il me donnera genre le 8e mana et pas les 4-6 premiers, et là tu gagnes quand même la partie malgré ce side là. Après, Boros Energy, t'es quand même censé bien te battre contre, parce que Kozilek's Return, c'est pas une demi-carte contre Boros Energy, et la synergie qu'il y a avec Null Drifter est vraiment trop forte, quoi, de faire pour 3 mana, j'évoque Null Drifter, du coup ça trigger mon Kozilek's Return, parce que Null Drifter coûte quand même 7, et je mets 5 à tout le monde, et là en général il souffle. Mais bon, c'est des games. Ce qui est bien, c'est que Boros Energy, dans tous les cas, même juste le 3 mana, je mets 2. C'est quand même une carte qui ça le ralentit. Bien nettoyer le board, quoi. En éphémère. Ouais, en éphémère, quoi. Ça le ralentit fortement. Après, bon, tu perds les games que tu perds contre Boros Energy, c'est souvent les games où il avait bombardement de gobelins, où il a flip à Gianni. Bombardement de gobelins, c'est la pire carte du match-up pour toi quand tu joues Eldrazi. Ouais. Parce que toutes ces bêtes vont tout le temps se mettre des points. Fanatiques, quoi, ouais. Puis il en a plein des bêtes quand même. Et ouais, c'est ça. Il a même que ça en fait. C'est un peu ça le problème. Ouais. Et puis d'avoir re-remis Karn. Alors ce qui est fou, c'est qu'on a pu jouer Eldraron pendant je sais pas combien de temps avec des labyrinthes en jouant pas Karn. Ouais. Alors que la carte labyrinthe, elle est limite designée pour que tu aies envie de jouer Karn. Des cartes comme ça qui coûtent. Et en fait, Karn, ça être trop contre Breach, ça être trop contre Belcher, ça te donne accès à la toolbox de Karn, la grande classique. C'est ça. Qui gagne toute seule qui gagne toute seule si Karn respire. Et Emrakul, c'est pas une demi-carte. Voilà, quand tu voles le tour de ton adversaire et que tu fais n'importe quoi. Alors nous, aficionados du DC, on l'avait vu et pris et joué.
Maintenant, en moderne, bah, tu peux le caster T3. Et T3, c'est quand même vraiment impactant. Parce que. T3 ah ouais, punaise. Bah, en fait, si tu regardes bien dans le deck, quoi, t'as 8 types. T'as les 8 Ah types dans ton deck. T'as Tribal, t'as Planeswalker, t'as Artefact, Enchantement, T1, Créature, là. Donc, un bon Rumble, juste sur ton T2, bah ça peut te mettre 5 types d'un coup, juste parce que lui-même c'est un rituel. T'as trouvé 4 types, t'as fait Chi au début. T'es déjà à 6. Ouais. Si t'as refait ton ramp T1, enfin machin, et si t'as juste fait Temple Eldrazi, je l'ai fait une paire de fois, Emrakul T3, et globalement c'est nul. Enfin, c'est nul. En fait, le mec il a pas assez de mana, c'est ça, tu le fais pas faire un tour trop ouf. Mais t'as posé une 13 vol piétinement. Et ça, souvent, ça règle quand même assez vite les différents problèmes. Mais voilà, si ton oppo il est untap, bah tu vas souvent pas le faire quand même parce que t'as pas envie de te prendre Consigne Memory dedans. Et moi je voulais pas lâcher l'idée de jouer 4 Emrakul, et j'ai vu que bah, les mecs sur MTGO ils avaient beaucoup testé Sanctum of Ugin. Et bah ils ont raison, hein, parce que la carte te remplace complètement ton 4ème Emrakul. C'est beaucoup trop efficace dans le deck parce que Sanctum of Ugin c'est marqué quand vous jouez un spell colorless. Du coup, bah, quand vous faites un commandement de Kozilek à X égale 5, ça trigger. Et vu que souvent, commandement de Kozilek, vous faites des Sions et le Scry, et bah là, du coup, vous faites. Je joue mon commandement, Trigger Sanctum, je sac, je vais chercher Emrakul. Ensuite, du coup, vous faites vos 5 Sions, vous faites votre Scry, et bah vous êtes à peu près sûr que vous castez Emrakul. Hein. Ouais. Si globalement. Mais cette carte-là, si elle n'était pas dans le jeu, n'existerait pas. Non. C'est fort, hein, ça. C'est vraiment un gros parce qu'en plus c'est le côté polyvalent de la carte. Je peux faire du mana ou t'as envie de tout faire. Ouais, t'as envie de choisir les 4 mobs hein, bien tout sûr, le temps, mais hein. les 4 modes sont sympas, et le côté je peux aussi tuer une bête en plus de me faire mes petits spawns, ou je tue une bête en plus de scry. Bah voilà, ou juste parce que de base il y a pas de board, en gros je scry et puis je. Mais en fait 8 fois sur 10 tu choisis les deux premiers. Ouais, les deux premiers, ouais. Mais c'est quand même sympa le fait d'avoir T'as un panique bouton, t'as 2 paniques boutons. Ouais, faut absolument que je gère le cimetière, faut absolument que je gère une bête. C'est une bonne carte dans le mirror quand tu manges le cimetière pour empêcher le miracle. Enfin, c'est c'est vrai. C'est une carte qui fait beaucoup de choses et qui est. Je l'avais pas vu moi. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, ça a l'air ok, mais c'est vrai qu'il y a. Il y a Temple Eldrazi. Tous les langues qui filent de mana, ouais, c'est ça. Quoi. Du coup, bah, les gros bêtes sur les bans, les gens disent bon, bah, il faudrait peut-être encore casser la gueule à. Ah, mais c'est sûr qu'il faut continuer à enlever le jeu, mais je sais pas c'est quoi parce que. Bah. Enlever au slot, ce serait à votre faiblesse. Moi, ça fait longtemps que je dis c'est Adjani le problème, et au bout d'un moment, je commence à plus avoir de salive. Donc, si vous suivez cette chaîne de temps en temps ou régulièrement, vous avez compris qu'il faut retirer Adjani. Enfin, j'espère que vous faites partie des élus. On va qu'à bannir les plaines et les montagnes, non? Oh là, non, ils arriveraient quand même à trouver le moyen de jouer sans basique. Rien à faire. Hein. Non, ça marche pas. Non, mais MH3 avait une grosse erreur dans l'idée de l'édition, là où les 2 premiers Modern Horizons étaient des trousses à outils pour tous les decks. Bon, MH3 était, on vous donne des archétypes à manger, on vous donne Eldrazi, on vous donne Boros, et voilà, ce sont les meilleurs decks, débrouillez-vous avec ça. On vous donne la grenouille aussi, voilà, qui est un peu les contre-exemples. Ouais, mais qui est tellement trop forte que bah, c'est un archétype à elle toute seule, grenouille. Alors, on a vu l'impact, regarde, c'était banni en Legacy. C'est exactement. Et du coup, plutôt que avouer que sur MH3, ils ont trop pensé au Commander multi par rapport au Modern Horizon, gros plan. Ils ont libéré d'autres bêtes. Ils ont libéré Mox Opal et recréé Breach, qui est diablement fort, hein, avec du coup Tamiyo qui est quand même meilleur que Ragavan par rapport à ce que tu veux faire dans le deck, parce qu'elle crée des clous. Elle peut bloquer aussi en fait. Ouais, mais elle crée des clous. Oui. Globalement c'est le gros. Et puis bah, c'est un plan de jeu aussi, parce qu'elle se retourne. Et quand elle se retourne, elle fait un -7 qui dit ah, j'ai gagné. Donc, oui, mais c'est sûr que c'est pas du tout. Dans ce genre de jeu, c'est vachement mieux. Puis c'est un wizard. C'est un wizard. Pour Flame of Honor. Exactement. Au cas où. Exactement. Et malheureusement, Ragavan n'était pas un wizard. Donc, bon, gros deck. Moi, je suis content de pouvoir jouer mes 4 sagas Store Championship. Donc, on a mis le. C'est le petit instant frame, si. Ah, mais on a été grindé. Faut bien que ce soit faut bien qu'il y ait une raison. Hein.
Mais voilà, le deck à battre pour le moment, je pense que voilà, ça reste Breach, Boros Energy et Eldrazi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Breach était déjà un très bon jeu. Là maintenant il gagne Mox Opal qui est juste tellement meilleur que Mox Amber parce que t'as pas besoin d'avoir un permanent légendaire. Et donc du coup maintenant t'as accès à 7 Mox. Du coup ben voilà, déjà que c'était un jeu qui pouvait tuer tour 3-4 de façon constante. Là t'as le Kill T2 qui existe. Là t'as le Kill T2 qui existe du coup avec Mox Opal. Donc ça doit pas être amusant quand tu te le prends. Le Mox Opal ça fait faire des Emery Tourin, ça fait faire des dingueries Tourin quoi. Ouais. Des trucs que tu pouvais pas faire avant, mais là tout de suite, des fois j'ai accès à 2 mana Tourin, un Rumble Tourin ou j'en sais rien. Ouais, donc du coup, peut-être je suis sûr que dans un monde parfait, il y a moyen de faire un kit Tourin, non? J'imagine que ça peut être possible. Non, il faut double Mox. Bah, il te faut 4 mana pour tuer T1. Ouais, mais en même temps, non, c'est chaud parce que Breach, le problème de Breach, c'est que il faut un peu de cartes dans le cimetière pour que au début ça se. Non, Grinding Station. En gros, il faut monter à 4 mana, il faut faire Breach plus. Ouais, il faut monter à 4 mana, donc triple Mox, 2 autres artefacts. Et puis un land. Il faut l'artefact qui sec là. Grinding Station, et en fait, on est déjà à cette carte. Et du coup, Breach. Donc il y a un monde où t'as gardé ta main avec 2 Mox, tout le reste, machin, et tu pioches le 3ème Mox, et là tu kill T1 quoi. Si vous le faites, gros GG. Mais du coup, clairement, c'est possible. Ça doit pas être souvent, mais. Un moderne qui tue T1. Qui a le potentiel de le faire, ça sent pas bon ça. Alors c'est marrant parce qu'à noter qu'ils nous ont débanni plein de cartes. Pour rappel, il y a Green Sun Zenith, Faceless Looting, Twin et Mox. Et globalement, là, si on regarde, ça fait 2 mois peut-être qu'ils nous ont débanni ça, 1 mois et demi. 1 mois. Ouais. Et au début, il y a eu plein de ferveur, plein de gens qui testent plein de choses. Et au final, de ce qu'on voit là, on est tous les gros monde est en mode, c'est nul. Pour ce qui est du compétitif, il n'y a que Mox Opal en vrai qui est joué dans les jeux top meta, les autres cartes sont pas jouées. Après, c'est pas pour autant que ce sera pas joué par la suite. On le voit dans des listes, Green Sun Zenith, on le voit, il est là. Il n'est pas dans des decks très forts, parce que typiquement c'est des decks qui perdent contre le retour de Kozilek. Donc un peu c'est QFD quoi, mais du coup Green Sun ça existe, il est un peu joué, il est bien, il est à l'aise dans son milieu, mais il joue dans des decks qui sont un peu moins forts. Ils sont plus du tier 2, tier 3. Twin, 4 mana en enchant. Ça a mal vieilli quoi. Ça a trop mal vieilli. Et Faceless Looting, je comprends pas comment elle peut être passée autant sous le radar. Hein, parce que Reanimator, on a un copain qui joue ça. Et qui a une liste que je vois nulle part et ça m'étonne que personne ne l'ait joué sa liste. C'est comme on disait avec les yeux en fait quoi, hein. Donc peut-être c'est juste une question de temps et que dans très peu de temps les gens vont se rendre compte et voilà qu'il y a un vrai problème quoi. Tant mieux pour ton pote qui continue à en profiter. Il nous fait premier à chaque ligue, il rend dingue avec ça hein. C'est qu'il a trouvé quelque chose. Il y a une base de grenouilles, de Tamio et de Faceless Looting quoi en gros hein. En gros résumé. Donc ça se trouve... après on n'a pas encore testé contre Breach. Donc ça se trouve il peut juste... Il fait comme les autres, il gagne pas. Ça tombe. Après même si contre Boros c'est pas la vida loca parce qu'un Archonte c'est bien mais en fait... Static Prison... c'est trop violent comme carte Static Prison. Hein. C'est fou quoi. Il a des cartes à 1 mana qui gèrent des cartes à 8 mana. Et sans aucun défaut. En fait. Non, c'est ça. Forcément que ça curve en fait, de ouf. Static Prison, elle a pas de défaut la carte dans le deck. Ta créature, ton permanent, il revient dans 3 tours. Mais c'est quoi 3 tours contre Boros Energy? C'est ça. Il a même pas besoin de générer de l'énergie pour te tuer entre temps quoi. Alors c'est marrant, c'est que maintenant ça rejoue les Season Pyromancer et puis les Fables. Ouais, alors Fable c'est trop bien, Season Pyromancer je trouve ça quand même un peu plus fatigué, mais bon, il est complètement joué pour... l'idée c'est pour piocher parce que ça fait pas trop de value, c'est tu vides ta main, c'est ton top end et tu te refais une... Alors mine de rien c'est quand même impactant aussi, c'est que les petits tokens ils sont rouges, et ça avec le flip de Ajani... ça nourrit tes... du coup maintenant les gens jouent Gombard. Maintenant ils jouent 3 Gombard, j'ai vu. Alors après, ça a du sens, parce que de toute façon, tu joues 6 cartes qui disent défausser, tu vois. En fait, il faut juste que tu en aies une dans une partie, mais elle a l'air tellement importante la carte que c'est pas déconnant d'en jouer 3 si tu joues plein de trucs qui font défausser. Quand t'as 4 Pyromancer et Fable et machin, c'est ça complètement... Ça a du sens, parce que c'est vraiment une carte clé du jeu. Mais
t'es trop content de l'avoir, mais t'es pas content, t'es complètement déçu d'en avoir 2. Oui, Et donc sûr. quand tu peux recycler ta main, C'est c'est beaucoup plus facile. Des petites Félia aussi, alors ça Non mais globalement l'intelligence collective de MTGO prouve à chaque fois qu'ils font pas ils font pas trop de bêtises. Mais pourquoi ils jouent des Félia là-dedans, les mecs? Bah je pense là c'est pour blinker tes drop à 3. Il y a toujours le côté regarde la liste d'un mec qui avait envie de jouer Félia, tu vois, mais Non, j'en ai vu plein, même à Prague et tout, j'en vois plein des Félia dans les listes. Bah en fait Félia c'est bien. Hein. Voilà, ouais, c'est juste un bon carton, mais globalement, autant dans le jeu blanc-noir, ça a du sens, tu fais ça sur un... Ouais, sur des gros trucs, tu cheats des gros trucs. Noir, là, mais là, en fait, tu fais des petites sources de value, tu enlèves un bloqueur, tu blinks ton pyromancer, tu blinks ton Adjani, tu refais un chat, tu blinks ta fable, c'est trop bien. Donc, ça... Ouais, puis sachant que la curve à 2 maintenant est moins... Enfin, vu qu'ils ont banni le drop à 2, le Raptor, bah, ça fait récupérer des autres slots à 2, donc pourquoi pas. Ouais. C'est un bon carton, fait après. C'est ça. Est-ce que ça aurait un autre truc un peu relevant pour à blinker quand un truc en face? Tu peux pas blinker labyrinthe, donc ça va, mais bon, ça reste bien. Peut-être c'est une bonne carte dans le miroir. Pas pour forcer du coup le connect ton Ragavan. Je joue plus assez Boros Énergie pour dire, mais oui, bah Félia c'est une carte qui est comme Fable. Les deux ont eu la même chose en mode oh non, c'est pas si bien, c'est pas terrible. Puis plus le temps avance, puis on se dit ouais, quand même, en fait, il y a beaucoup de texte invisible sur cette carte, quoi, mais... Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est pas comme au Slot Pride où tout était déjà marqué dessus. Quoique, au Slot Pride, ça a mis un peu de temps aussi, quand ah ouais, c'est dégénéré, mais... Donc, beau... Ouais, méta moderne, jouable. Il y a encore des beaux jours devant lui s'ils font pas de ban, on verra. Je pense que... Tu sais c'est quand les prochains bans, non? Ils ont annoncé déjà Ah, du coup, c'est dans... Ils ont dit qu'ils changeaient un petit peu le calendrier. C'est tous les 3 mois, normalement. D'accord. Donc c'est fin mars, début avril le prochain. Du coup, ça veut dire qu'à Utrecht, vous allez jouer avec le même format après. Normalement, ouais. C'est ça. Et donc, bon, oui, si le format est défini, c'est bien. Donc oui, pour ceux qui feront le Professeur Fest, déjà c'est très bien. Et ensuite, on pourra se retrouver quelques semaines après à Utrecht pour le GP. Et ça va être un bon entraînement. Bah, c'est exactement. Et ça va être un excellent entraînement même d'ailleurs pour affiner. Et si vous voulez échanger des idées sur le moderne avec nous au Professeur Fest, ce sera avec plaisir. Il m'ôte les mots de la bouche, exactement. Désolé. Et puis bah si jamais nous on monte plusieurs voitures, là, on va être plusieurs voitures. Donc si vous êtes dans le coin, ça ne nous dérange pas de compléter les voitures, parce que là on est pour le moment à 3 voitures pas remplies. Je crois que c'est ça que l'idée. On doit être 12 à y aller. Donc ça fait 3 fois 4. Au départ de Reims, du coup. Ouais. Donc il reste au moins 3 places à prendre. Donc si jamais, vous savez nous retrouver sur les Discord pour... Enfin c'est moi, hein, pas Arnaud du coup. Mais bah, sur ce, petite vidéo d'1 heure quand même sur l'actualité. J'espère que ça vous a plu à écouter. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de la guilde. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, un petit like. Et puis à bientôt pour les tournois du Professeur Fest. Ouais.